Imagine une vie dans laquelle chaque journée a un sens, où chacune de tes pensées, chacune de tes actions et chacune de tes décisions avance dans la même direction, avec clarté, structure et solidité. Ça semble difficile, non? Et pourtant, les stoïciens savaient une chose essentielle. En l'absence d'ordre, la vie finit toujours par s'effondrer. Sans plan, chaque problème devient une montagne. Chaque distraction te détourne, chaque émotion te submerge. Ce n'est pas un hasard si les plus grands philosophes de l'histoire insistaient autant sur la discipline et l'organisation. Et aujourd'hui, je vais partager avec toi 12 leçons essentielles du stoïcisme pour t'aider à reprendre les rênes de ta vie. Si tu mets en pratique ces idées, non seulement tu ne te sentiras plus perdu, mais tu commenceras à bâtir une existence solide, sereine et alignée. Avant d'aller plus loin, fais un pacte symbolique avec toi-même. Dirige-toi vers les commentaires et écris « Aujourd'hui, je m'engage à mettre de l'ordre dans ma vie ». C'est ta première pierre, écris-le pour le rendre réel. Et bien sûr, si tu trouves de la valeur dans ces vidéos, je t'invite à t'abonner et activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines leçons de sagesse stoïque. Leçon 1. Réveille-toi. Ta vie ne va pas se remettre en ordre toute seule. C'est une vérité que beaucoup préfèrent fuir tant que la douleur reste supportable, jusqu'au jour où elle devient impossible à ignorer. On nous a appris à attendre, à avoir foi qu'un jour, quelque chose ou quelqu'un viendra nous sauver. Un mentor, un partenaire, un patron, un ami, un gourou. Mais voici la réalité brute. Personne ne viendra te sauver. Il n'existe personne capable de faire le travail que toi seul dois accomplir. Le désordre que tu ressens autour de toi comme en toi n'est pas un hasard. Il est le fruit direct de tous ces choix évités, de ces conversations fuies, de ces habitudes néfastes que tu as laissées s'installer. Tant que tu refuseras d'admettre ta pleine responsabilité, tu resteras prisonnier. Ce n'est pas une punition, c'est une conséquence. Le chaos extérieur, l'accumulation de tâches, les relations toxiques, la dette, le manque d'orientation n'est que le reflet fidèle de ton désordre intérieur. Et pourtant, tu t'es peut-être habitué à cette confusion. Tu vis fatigué, distrait, insatisfait, et tu finis par croire que c'est normal. Le danger n'est pas tant le chaos lui-même, mais la façon dont tu finis par t'y identifier. Je suis comme ça, ma vie, c'est ça. Et là, tu es tombé dans le piège le plus destructeur, croire qu'il n'y a pas d'issue. Mais il y en a une. Elle n'est ni confortable, ni rapide, ni magique. Le premier pas, ce n'est pas de faire des listes, ce n'est pas de lire un autre livre, ce n'est pas d'attendre que ça passe. Le premier pas, le plus brutal, mais aussi le plus libérateur, c'est d'assumer la responsabilité totale de ta vie. Pas en partie, entièrement. Ce que tu as toléré, ce que tu as laissé croître, ce que tu n'as pas affronté, tout cela est là, parce que tu l'as permis. Oui, admettre cela fait mal, mais c'est aussi ce qui te redonne ton pouvoir. Car si c'est toi qui l'as créé, alors c'est toi qui peux le transformer. Marc Aurèle l'écrivait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Et cette qualité, elle dépend du niveau de responsabilité que tu es prête à assumer. Tu ne peux plus continuer à blâmer tes parents, ton passé, ton ex, le gouvernement, la météo ou l'algorithme. Le jour où tu cesses de pointer à l'extérieur pour regarder en toi, ce jour-là, tu commences à récupérer ton pouvoir. Observe ta situation actuelle, vois les signaux. Tu remets tout au lendemain. Tu es entouré de personnes qui ne t'élèvent pas, tu te plains plus que tu ne remercies. Tu vis en réaction, pas en conscience. Ton corps est épuisé sans raison. Et quand personne ne regarde, tu ressens un profond vide. Comme si tu gâchais ton potentiel. Ce que tu ressens, c'est le cri silencieux de ton âme qui te supplie de te réveiller, mais tu l'étouffes. Avec des distractions, de la nourriture, des séries, de l'alcool, des réseaux sociaux, tout est bon pour éviter d'affronter l'évidence.
Ta vie ne changera pas tant que toi, tu ne changeras pas. Épictète l'a dit. Nous ne contrôlons pas ce qui nous arrive, seulement la façon dont nous y répondons. Alors, vas-tu continuer à réagir comme une victime ou vas-tu commencer à répondre comme le protagoniste de ta propre histoire? Tu as le choix, utiliser ta douleur comme une excuse ou comme une source de puissance. Personne ne va venir te relever. Et ce n'est pas une raison d'abandonner, c'est une raison de te renforcer. Car le jour où tu fais ce premier pas, tout commence à changer. Non pas parce que le monde devient plus juste, mais parce que toi, tu deviens plus fort. Le monde reste le même, mais toi, tu n'es plus la même personne. Aujourd'hui peut être ce jour. Celui où tu te regardes dans le miroir, sans filtre ni tricherie. Celui où tu arrêtes de te mentir et où tu fais ce que tu sais faire. Tu n'as pas besoin de motivation, juste d'en avoir assez de rester le même. Réveille-toi, ta vie ne va pas se remettre en ordre toute seule. Lève-toi, prends le contrôle et commence à bâtir la version de toi-même que tu mérites de devenir. Ce ne sera pas facile, mais ce sera ta vie, à toi, choisie en conscience. Et si tu t'es senti concerné, ne laisse pas ce moment passer. Va dans les commentaires et écris « Aujourd'hui, je prends le contrôle ». Fais ce premier acte symbolique, il n'est pas anodin. Leçon 2. Ton agenda est ton âme. Même si ça peut paraître exagéré, ce ne l'est pas. Ce que tu fais chaque jour, heure après heure, tâche après tâche, façonne silencieusement la personne que tu es et surtout, celle que tu es en train de devenir. Ce n'est pas ce que tu penses de toi qui construit ta vie, mais ce que tu fais de ton temps. Chaque fois que tu dis oui à quelque chose qui ne t'élève pas, tu dis non à une partie de toi. Tu troques une portion de ta vie contre une distraction, une validation ou une illusion de mouvement. Et voici la vérité que beaucoup préfèrent éviter. Si tu ne structures pas toi-même ton emploi du temps, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Ton patron, tes peurs, tes notifications ou simplement l'agitation ambiante. Le temps n'est pas comme l'argent. Tu ne peux ni l'économiser ni le récupérer. Soit tu l'investis, soit tu le gaspilles. Il n'y a pas de neutralité. On nous a fait croire que courir partout, être débordé, c'est réussir. Qu'un agenda rempli est un signe de valeur. Mais la réalité, c'est que beaucoup de gens occupés ne progressent pas. Ils sont enfermés dans l'agitation, pas dans l'intention. Leur journée est dictée par l'urgence, pas par le sens. Résultat, les jours se répètent, les semaines défilent, et à la fin de l'année, tu as l'impression d'avoir été très actif, sans avoir réellement avancé. Marc Aurèle le rappelait. N'agis pas comme si tu devais vivre 10 000 ans. La mort te talonne, chaque minute compte, et se respecter, c'est apprendre à respecter son propre temps. Un agenda ne doit pas être une prison, il doit être le reflet de ce qui compte vraiment pour toi. Or, la plupart des gens ne planifient pas leur journée, ils la subissent. Ils se lèvent, attrapent leur téléphone, laissent le monde dicter leur attention. Et à partir de là, tout part en roue libre. Tu veux changer ça? Alors, commence par une question essentielle. À quoi ressemblerait ma journée si je me respectais vraiment? Si tu valorisais ton énergie, ton esprit, tes rêves, à quoi dirais-tu oui? Et surtout, à quoi oserais-tu dire non? Construire un agenda intentionnel ne signifie pas le surcharger. Cela signifie choisir avec lucidité, prioriser ce qui t'élève, éliminer ce qui te distrait. Et parfois, la meilleure stratégie n'est pas de faire plus, mais de supprimer le superflu. Commence petit. Bloque des moments pour réfléchir, créer, te reposer, bouger. Protège ces créneaux comme s'ils étaient sacrés, parce qu'ils le sont. Ce qui n'est pas dans ton planning n'est pas dans ta vie. Et si tu veux du temps pour toi, ne te contente pas de l'espérer.
Planifie-le. Tu devras dire non. Tu devras poser des limites. Mais souviens-toi, chaque non dit avec intégrité est un oui à ta paix intérieure. Épictète le résumait avec force. La liberté ne consiste pas à faire ce qu'on veut, mais à ne pas être esclave des désirs des autres. Alors, si tu es prêt à passer du mode réactif au mode créatif, file en commentaire et écris. Aujourd'hui, je deviens l'architecte de mon temps. Parce qu'un agenda aligné, ce n'est pas du contrôle, c'est de la clarté. Leçon 3. Des rituels qui te sauvent la vie. Ce n'est pas une formule dramatique, c'est une vérité profonde. Les premières et les dernières minutes de ta journée ont un pouvoir que tu sous-estimes. Les 30 premières après ton réveil. Les 30 dernières avant de dormir. Ce sont les portes d'entrée et de sortie de ta conscience. Le matin, ce que tu fais envoie un message. Un message à ton corps, à ton esprit, à ta vie. Et si ce message, c'est ton téléphone, tes mails, les notifications, les réseaux, alors tu viens d'abdiquer. Tu viens de remettre les clés de ta clarté mentale à des forces extérieures. Et le soir, c'est pareil. Si tu termines ta journée sur un écran, dans la distraction ou la comparaison, tu n'éteins pas ton esprit. Tu l'agites, tu ne te reposes pas, tu t'endors saturé. Les stoïciens le savaient. Marc Aurèle commençait sa journée en se rappelant qu'il n'était pas fait pour la facilité, mais pour l'action vertueuse. Il se préparait intérieurement à affronter le monde, sans se perdre. Et toi, que fais-tu au réveil? Est-ce que tu te donnes l'espace pour respirer, pour écrire, lire, méditer, ressentir? Ou est-ce que tu te précipites dans l'urgence du monde avant même d'avoir pris contact avec toi-même? Le soir, prends le temps de fermer la journée avec conscience. Écris une phrase. Remercie pour quelque chose. Observe ton état intérieur. Respire, ferme les yeux et baisse doucement le rideau. Tu n'as pas besoin de routine parfaite. Tu as besoin de rituels alignés. Ce sont ces micro-habitudes, répétées chaque jour, qui donnent une forme à ta vie. Tu crois que le changement passe par des bouleversements. Non, le vrai changement est souvent invisible au début. Il naît dans ces moments de calme où tu choisis de redevenir acteur. Parce que si tu commences ta journée dans le désordre, tout le reste sera entraîné par le désordre. Mais si tu commences dans l'intention, dans l'ancrage, dans la clarté, alors c'est cette énergie-là qui se propage. Le rituel, c'est ton ancrage dans la tempête, c'est ce qui te rappelle que tu es aux commandes. Et tu n'as besoin que de quelques minutes, mais de minutes pleines de toi. Alors si tu es prêt à reprendre la main sur tes débuts et tes fins de journée, écris en commentaire. Aujourd'hui, je sacralise mes rituels. Et commence, doucement, mais commence. Leçon 4. Ton environnement reflète ton esprit. Ce n'est pas une image poétique, c'est un miroir. Regarde autour de toi, ton bureau, ta chambre, ta cuisine, ta voiture. Qu'est-ce que tu vois? Du désordre, des objets posés là depuis des jours, des décisions repoussées, des coins que tu évites du regard. Tout cela n'est pas neutre. C'est le prolongement silencieux de ton état intérieur. Et même si tu te dis que tu rangeras, quand tu auras le temps, ou que ta créativité a besoin de ce chaos, la vérité, c'est que ce désordre extérieur alimente un désordre intérieur. Chaque chose non décidée te prend une part d'énergie mentale. Chaque pile d'objets, chaque tâche visuelle laissée en plan pèse sur ton esprit. Tu ne le perçois pas toujours consciemment, mais tu le ressens, sous forme de brouillard mental, de fatigue diffuse, d'un fond d'anxiété sans nom. Pourquoi? Parce que ton environnement sabote ton équilibre émotionnel. Et tant que tu ne t'en occupes pas, tu restes bloqué. Le désordre n'est pas un défaut esthétique, c'est un blocage mental. Quand tu accumules des objets inutiles, tu reproduis le même mécanisme dans ta vie. Tu conserves des relations sans sens.
Tu stockes des pensées jamais triées. Tu laisses des décisions en suspens. Tu t'encombres de ce qui ne te sert plus, matériellement comme émotionnellement. Marc Aurèle disait « La vie d'un homme est ce que ses pensées en font ». Mais comment avoir des pensées claires si ton environnement crie la confusion? Prendre soin de ton espace n'est pas une obsession du contrôle. C'est un acte de lucidité. Le minimalisme, ce n'est pas une mode. C'est un outil pour restaurer ton attention. Commence petit. Un tiroir, un sac, un coin de ton bureau. Et demande-toi à chaque objet, est-ce que ça m'apporte une vraie valeur? Est-ce que je le garde par habitude, par peur, par paresse? Fais-le sans culpabilité, avec clarté. Tu verras, ton esprit respirera. Un lieu ordonné, c'est une déclaration silencieuse. Je me prends au sérieux. Je refuse de vivre dans le flou, dans l'inertie, dans l'accumulation inutile. Et ce travail ne concerne pas que le physique. Tu dois aussi nettoyer ton environnement émotionnel, ces relations unilatérales, ces habitudes qui t'éloignent de ta discipline, ces distractions que tu appelles détente, mais qui t'éteignent ta petite feu. Tu ne peux pas avancer dans un environnement qui te tire en arrière. Et tu ne peux pas devenir lucide si tu es entouré de confusion. Épictète était clair. La clé est de distinguer ce qui dépend de toi de ce qui n'en dépend pas. Ton environnement dépend de toi. Et en le mettant en ordre, tu fais déjà un pas vers ton ordre intérieur. Leçon 5. Planifier ou périr. Ça peut paraître dramatique, mais c'est une vérité. Si tu ne planifies pas ta vie, elle t'échappera. Tu passeras ton temps à éteindre des incendies sans jamais comprendre pourquoi ils se déclarent. Et le pire, c'est que tu te sentiras actif. Tu bougeras, tu travailleras, tu répondras à 1000 choses, mais tu n'avanceras pas. Tu seras fatigué sans jamais te rapprocher de ce que tu veux vraiment. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de direction. Tu réagis, tu subis, tu improvises, tu confonds l'agitation avec le progrès. Et ce qui manque, c'est une vision, pas un fantasme, une vraie réflexion stratégique. Penser à long terme, ce n'est pas fuir le présent, c'est lui donner un sens. C'est comprendre que chaque décision d'aujourd'hui construit ou détruit la personne que tu seras demain. Épictète le disait, « Ne te laisse pas emporter par la situation. Réfléchis aux conséquences. » Mais notre culture adore l'immédiateté, le plaisir instantané, le court terme glorifié. Et voilà pourquoi tant de gens vivent sans plan. Ils confondent être occupé avec être efficace. Pose-toi cette question. Est-ce que je me rapproche de la vie que je veux vraiment? Et si la réponse est floue, il est temps de reprendre la main. Ce travail de vision n'est pas réservé aux PDG. Il est pour tous ceux qui refusent de gaspiller leur vie. Pose-toi, qu'est-ce que je veux accomplir cette année? Qu'est-ce qu'un vrai pas en avant pour moi? À quoi ressemble une vie bien vécue? Puis décompose, transforme, structure. Un objectif annuel n'a de sens que s'il devient un plan mensuel. Un plan mensuel n'a de valeur que s'il devient une vraie tâche dans ta semaine. Et une tâche ne vaut quelque chose que si elle est respectée. Sinon, tu resteras dans cette zone paralysante, entre l'anxiété de ce que tu désires et la culpabilité de ne rien faire pour y arriver. Segmenter, structurer, répéter et surtout ajuster chaque semaine. La planification ne te rend pas rigide, elle te donne de la clarté et donc de la paix. Même Marc Aurèle, au cœur de ses responsabilités impériales, trouvait le temps pour écrire, penser, planifier. Pourquoi pas toi? Planifier, ce n'est pas croire que tout va se passer comme prévu. C'est se donner une direction. C'est refuser de tourner en rond, à la merci de l'urgence et du bruit du monde. Et surtout, planifier, c'est apprendre à renoncer, à dire non, à choisir, parce que ton énergie est limitée. Et si tout est important,
alors plus rien ne l'est vraiment. Marc Aurèle. La pire des erreurs, c'est de vivre comme si tu avais une éternité devant toi. Tu veux du progrès? Alors planifie. Et si tu es prêt à poser les fondations de ta vision, va en commentaire et écris: à partir d'aujourd'hui, mon futur a un plan. Ce sera le premier pas pour cesser d'improviser et commencer à devenir le stratège de ta propre vie. Leçon 6. Ce que tu consommes influence ta pensée. Ce que tu consommes chaque jour avec tes yeux et tes oreilles façonne ton esprit. Ce n'est pas une formule marketing, c'est une réalité biologique. Tu crois peut-être que tu choisis librement, mais en vérité, tu es souvent dirigé par les algorithmes, les tendances, le bruit. Ton cerveau est exposé en permanence à un flot d'images, de vidéos, de messages, de drames, et tout cela laisse une empreinte. L'abondance d'informations est devenue le nouveau poison. Comme tout poison, il a un goût sucré. Tu te sens connecté, diverti, mais peu à peu, tu deviens anxieux, dispersé, accro à l'agitation. Tu ne t'ennuies plus, tu ne t'arrêtes plus, tu ne réfléchis plus, tu scrolles. Et ce qui meurt dans ce processus, c'est ta capacité à te concentrer. La dopamine, cette molécule du plaisir et de la motivation, est manipulée par tout ce que tu consommes. Chaque clic, chaque like, chaque notification t'éloigne un peu plus de ta paix intérieure. Ce n'est pas un problème de discipline, c'est un problème de saturation. Tu veux reprendre le contrôle. Commence par une diète de dopamine, pas pour rejeter la technologie, mais pour rééduquer ton esprit, à apprécier le silence, à lire en profondeur, à rester concentré sur une seule tâche importante sans t'échapper toutes les 5 minutes. Demande-toi, est-ce que ce que je consomme nourrit mon esprit ou est-ce que ça l'encombre simplement de bruit? Épictète disait: ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais l'interprétation que tu en fais. Mais si ton esprit est noyé de bêtises, comment veux-tu interpréter la vie avec sagesse? Fais le ménage dans tes abonnements, dans tes notifications, dans ton flux. Nettoie ton espace numérique comme tu nettoierais ta maison. Fais entrer moins d'opinions et plus de réflexion. Moins de divertissement passif, plus d'apprentissage actif. Ce ne sera pas facile au début. Ton cerveau réclamera sa dose. Mais si tu tiens bon, tu remarqueras une différence radicale. Tu penseras plus clairement, tu seras plus lucide et surtout, tu entendras à nouveau ta propre voix intérieure. Leçon 7. Les relations toxiques désorganisent ton esprit. Le désordre ne vit pas que dans une pièce en bazar. Il vit aussi dans les relations que tu tolères. Certaines personnes ne t'insultent pas, elles ne t'agressent pas, mais elles te vident lentement. Ce sont ces amis qui critiquent toujours un peu trop, ces proches qui te font culpabiliser dès que tu poses une limite, ces collègues qui te rabaisseront, mais toujours sur le ton de la blague. Et le pire, c'est que tu t'y es habitué. Tu as intégré cette toxicité comme si elle était normale. Mais ton corps, lui, sait. Tu ressens l'anxiété avant de voir ces gens. Tu modifies ton comportement pour éviter le conflit. Tu t'adaptes au lieu d'exister. Ce n'est pas de la loyauté. C'est une prison émotionnelle. Marc Aurèle le disait: protège ton esprit plus que toute autre chose, car c'est de lui que dépend ta vie. Pose-toi les bonnes questions. Est-ce que je me sens plus léger ou plus lourd après avoir vu cette personne? Puis-je être moi-même? Cette relation m'élève-t-elle ou m'use-t-elle au nom d'un prétendu réalisme? Il faut du courage pour voir ces vérités, et encore plus pour agir. Mais il est temps de poser des limites claires, pas des excuses, pas des justifications interminables. Tu n'es pas obligé d'expliquer ton besoin de paix. Tu n'as pas à te justifier d'avoir grandi. Tu as le droit de choisir qui a accès à ton énergie. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour propre, c'est de l'hygiène mentale. Et surtout, ne te contente pas d'éliminer le toxique.
Cultive l'harmonieux. Entoure-toi de personnes qui t'élèvent par leur exemple, qui se réjouissent de tes progrès, qui te challengent sans te diminuer, qui t'autorisent à être plus toi-même, pas moins. Parfois, cela implique de passer plus de temps seul, et c'est très bien. Le silence choisi vaut mieux que le bruit d'une relation qui te détruit. Quand tu nettoies ton environnement émotionnel, ton esprit s'éclaircit, ton énergie revient, et ta vie se remet à avancer. Leçon 8. Ton corps est ton premier espace d'organisation. Tu veux organiser ta vie? Commence par ton corps. Ce n'est pas un accessoire, ce n'est pas une machine indépendante, c'est ton premier environnement. Tout ce que tu penses, ressens, décides, naît à l'intérieur de lui. Si ton corps est négligé, ton esprit le sera aussi. Tu ne peux pas espérer de la clarté mentale avec un corps fatigué. Tu ne peux pas espérer de la concentration si ton énergie est au plus bas. Tu ne peux pas bâtir la paix intérieure sur un socle inflammé et déséquilibré. Le mouvement, ce n'est pas du luxe, c'est de l'hygiène mentale. Chaque fois que tu bouges, tu réorganises ton esprit, tu libères des tensions, tu génères naturellement de la dopamine, tu donnes de l'oxygène à ton cerveau. Pas besoin de devenir un champion, mais tu dois créer des habitudes simples, constantes. Marcher, t'étirer, respirer profondément, soulever quelques poids. L'important, ce n'est pas l'intensité, c'est la régularité. Et n'oublie pas le repos. Dans une société obsédée par la productivité, le sommeil est vu comme une faiblesse. Mais un esprit saturé n'a pas besoin de café. Il a besoin de silence. Un corps fatigué n'a pas besoin de motivation. Il a besoin de repos. Le sommeil, les pauses, la récupération ne sont pas des pertes de temps. Ce sont les fondations d'une organisation intérieure solide. Puis vient l'alimentation. Ce que tu manges influence ton cerveau. Les sucres raffinés, les produits transformés, l'alcool en excès, ça ne ruine pas que ton ventre. Ça sabote ta clarté, ton humeur, ta volonté. Mieux manger, ce n'est pas une question d'esthétique. C'est une stratégie mentale. Ton corps est un récipient. Si tu l'abandonnes, il se fissure. Et même l'esprit le plus brillant ne peut pas s'épanouir dans un corps en ruine. Tu n'as pas besoin de perfection. Tu as besoin de respect. Respecter ton corps, c'est respecter ton potentiel. Si tu es prêt à remettre de l'ordre dans ton énergie, à te réconcilier avec ton espace intérieur, va en commentaire et écris « Aujourd'hui, je commence à ordonner mon énergie de l'intérieur ». Ton esprit, ton avenir et ton équilibre te remercieront. Leçon 9. Mets de l'ordre dans tes finances. Finances chaotiques, vie chaotique. Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité. Tu peux ignorer tes comptes jusqu'au jour où ils te rattrapent. L'argent est un outil, mais un outil puissant. Il influence ton calme, tes choix, tes relations, ta liberté de mouvement. Si tu ne l'organises pas, il organise ta vie, mais à tes dépens. Tu vivras dans la peur du découvert, dans la panique de chaque facture, dans l'angoisse constante de l'imprévu. Et tu peux te répéter que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais sans contrôle, c'est lui qui contrôle tout le reste. La première étape, ce n'est pas de gagner plus. C'est de savoir exactement ce qui entre, ce qui sort et à quoi tu consacres chaque centime. Ce n'est pas glamour, ce n'est pas excitant, c'est de la discipline, c'est du respect de soi. Car chaque euro dépensé est une partie de ta vie investie. Le gaspiller, c'est gaspiller ton énergie. Dépenser consciemment, c'est récupérer le pouvoir. Pas besoin de vivre dans la privation, mais dans la lucidité. Apprends à distinguer un besoin réel d'une fuite émotionnelle, d'un achat pour combler le vide. Tu ne peux pas construire une vie stable avec une base financière instable. Et ce que tu appelles petite décision aujourd'hui peut devenir un grand chaos demain.
Marc Aurèle, disait qu'il faut traiter l'esprit comme un objet sacré. Traite aussi ton argent comme un reflet de cet esprit, car il l'est. Chaque pièce que tu maîtrises est une preuve que tu reprends ta vie en main. Leçon 10. La technologie, ton outil ou ta prison. Voici la vérité, la technologie est neutre. Ce n'est ni ton ennemi ni ton sauveur. Tout dépend de ce que tu en fais. Elle peut simplifier ta vie ou la disperser. Elle peut te structurer ou te voler ton attention. Chaque jour, tu choisis, soit tu utilises la technologie pour te servir, soit elle t'utilise pour te divertir, te distraire, t'absorber. Le problème, ce n'est pas ton téléphone, c'est ton rapport à lui. Tu peux l'utiliser pour te rappeler des priorités, organiser ta journée, créer, apprendre, ou tu peux l'utiliser pour fuir, procrastiner, combler un vide. Tu n'as pas besoin de fuir le digital. Tu as besoin de le dompter. Tu as besoin de reprendre la main. Programmer des rappels utiles, utiliser des apps de planification, organiser ton temps au lieu de le remplir. Ce n'est pas l'outil qui compte, c'est ton intention. Marc Aurèle vivait dans un monde sans écran. Mais son avertissement reste valable. Sois le maître de ton esprit ou il te maîtrisera. La technologie est une extension de ton esprit. Organise-la ou elle te désorganisera. Leçon 11. L'ordre n'est pas linéaire. Tu peux rechuter, mais ne te brise pas. Il y aura des jours où tu flancheras, des jours où tu retomberas dans le désordre, des jours où tu oublieras tes bonnes habitudes, où ton énergie sera à plat, où ton esprit sera embrouillé. C'est normal. Ce n'est pas un échec, c'est la vie. Ce qui compte, ce n'est pas que tu tombes. Ce qui compte, c'est que tu te relèves, encore et encore. Avec calme, avec lucidité, avec détermination. Le véritable chaos, ce n'est pas la rechute, c'est l'abandon. Chaque fois que tu reprends le fil, que tu redémarres, que tu te réalignes, tu prouves que ta volonté est plus forte que les circonstances. Ce n'est pas de la faiblesse de devoir recommencer. C'est de la force d'oser le faire. Rechuter ne signifie pas que tu as échoué. Rechuter signifie simplement que tu es humain et que tu es encore en chemin. Sois comme le roseau. Il plie, mais il ne rompt pas. Leçon 12. L'ordre comme un acte d'amour propre. L'ordre, ce n'est pas une contrainte extérieure. Ce n'est pas un uniforme rigide. Ce n'est pas une to-do list interminable à cocher. L'ordre, le vrai, c'est une preuve d'amour envers toi-même. C'est le respect silencieux de ta propre vie. C'est dire « je mérite un espace propre, un corps sain, un esprit clair ». Quand tu ranges ton bureau, ce n'est pas une corvée, c'est un rituel. Quand tu prépares ta journée avec intention, ce n'est pas du contrôle. C'est une forme de gratitude pour le temps que tu as reçu. Quand tu choisis de manger sainement, de dormir, de respirer, tu dis au monde « ma vie compte ». Ce ne sont pas les grandes décisions spectaculaires qui transforment une vie. Ce sont les petits gestes quotidiens, les choix délibérés, les habitudes discrètes. Quand elles sont posées avec conscience, elles deviennent sacrées. N'attends pas que tout soit parfait. Sois fier de chaque petit pas. Célèbre tes victoires invisibles et transforme ton quotidien en œuvre d'art. Car oui, ta vie peut devenir une œuvre d'art. Si tu choisis de la créer ainsi, si tu es prête à faire de l'ordre un acte sacré d'amour-propre, rends-toi dans les commentaires et écris « Aujourd'hui, je sacralise mon chemin ». Si tu es arrivé jusqu'ici, écris en commentaire « Mets de l'ordre dans ta vie ». Abonne-toi, active les notifications et laisse un commentaire pour que YouTube comprenne que ce contenu résonne avec des personnes comme toi. Ton engagement nous aide à continuer cette mission. Merci sincèrement pour ton temps, ton écoute, ta présence. Tu es la raison pour laquelle nous créons. Je te suggère maintenant de regarder les 2 vidéos
que nous avons soigneusement sélectionnées pour toi à la fin. Elles poursuivent ce chemin de clarté, de discipline et de puissance intérieure. À très bientôt pour une nouvelle aventure. Et n'oublie jamais, ta vie est bien trop précieuse pour la vivre en pilote automatique.